Bonjour à vous toutes et à vous tous, ici c'est Charles de Point de vue de campagne, la chaîne où l'on parle d'agriculture, de l'agriculture d'aujourd'hui mais en perspective avec ce qu'elle était hier. Si ce type de sujet vous intéresse, abonnez-vous et puis si vous avez aimé, un petit pouce et pour encourager à poursuivre ce travail d'inventaire et même de promotion de notre beau métier. Aujourd'hui nous allons traiter d'un sujet original qui découle de notre volonté d'acheter directement du riz chez le producteur, un producteur français en Camargue. Moi qui connais bien l'agriculture, je dois bien dire que j'ai été scotché par les caractéristiques de cette production et ce, à tout point de vue, depuis la gestion des sols, le semis, la gestion de la culture et de la récolte. Je vous dois également quelques excuses car j'ai tourné cela par une journée où il y avait un Mistral de fou et qui a gêné quelque peu, notamment lors de témoignages. Le riz est une céréale, c'est même une céréale que l'on consomme presque en l'état et puis qui est l'une des plus diffusées et consommées dans le monde. C'est cette découverte que je vais partager aujourd'hui avec vous car franchement, ça vaut le détour. On peut manger régulièrement du riz sans clairement savoir comment il pousse et comment il arrive dans notre assiette. Nous avons la chance d'avoir cette richesse dans une région exceptionnelle tant par sa biodiversité que par la qualité des femmes et des hommes qui y vivent. C'est en rencontrant les familles Marceau et Dupuis du domaine de Remoule sur la commune d'Arles que j'ai pu découvrir cette production. Je dois bien l'admettre, ils m'ont réservé le meilleur accueil et même reporté le dernier jour de la récolte pour me permettre de faire un certain nombre d'images que je vais vous partager. Nous sommes le 6 octobre 2025. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais quand même vous donner quelques chiffres, quelques informations qui permettent de définir le cadre de cette production agricole tellement exceptionnelle sur notre territoire national. Le riz est la troisième céréale mondiale. La première, très loin devant, c'est le maïs avec 1265 millions de tonnes, le blé avec 805 millions de tonnes et enfin le riz avec 555 millions de tonnes. Ça, c'est des chiffres moyens. Cette céréale est essentiellement produite en Asie du Sud-Est, c'est la première céréale mondiale pour l'alimentation des populations. La France, qui est le deuxième producteur en Europe, derrière l'Italie, assure une production de 70 000 tonnes, réalisée d'ailleurs grâce à environ 160 producteurs. Cela représente quand même autour de 2000 emplois pour cette région et constitue donc un véritable enjeu en termes d'emploi, mais aussi de gestion des sols, car c'est cette production qui permet la désalinisation des sols et donc de maintenir une faune et une flore spécifiques. C'est 15 000 hectares qui sont ainsi gérés par les riziculteurs dans le delta du Rhône, essentiellement sur le département des Bouches-du-Rhône, mais également une partie sur le département du Gard. La gestion de l'eau est un des problèmes majeurs pour la réalisation de cette production. Les parcelles sont découpées en clos et alimentées par un réseau d'irrigation ou un réseau hydraulique géré collectivement. On va y retrouver un vocabulaire spécifique permettant d'assurer cette gestion et l'on parle de portos, de roubines, de martelières, tout un vocabulaire spécifique pour assurer l'arrivée de l'eau vers ces clos, vers ces parcelles, mais aussi la vidange des parcelles. Je vous laisse Philippe Dupuis nous en parler. A une entrée d'eau pour apporter l'eau et il est entouré de roubines pour permettre le drainage de l'eau lorsqu'on décide d'écouler les rizières. Donc vous avez une entrée d'eau qui apporte l'eau dans le clos et chaque clos a entre 2, 3 et 4 coupures pour permettre d'évacuer l'eau. C'est aussi simple que ça. Donc un porto qui amène l'eau, la rizière, et 3, 4 coupures qui envoient l'eau dans les roubines et ça va à l'écoulage. Elle est nivelée au laser, ce qui nous permet d'avoir un niveau, une terre qui est égale partout, hein, c'est l'équivalent d'un billard, ce qui fait que quand vous la mettez en eau, vous avez l'impression d'avoir un lac devant vous, mais le nivellement a du sens beaucoup plus tard, c'est que quand vous avez une biomasse qui est importante, quel que soit l'endroit du clos où vous allez regarder, ouvrir le riz pour voir si vous avez un bon niveau d'eau, vous verrez s'il ne manque pas d'eau. Si vous avez de l'eau à un endroit, ça veut dire que vous avez de l'eau partout, puisque la terre est nivelée au laser. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, on dispose d'outils très modernes, laser, lames de nivellement. Les anciens avaient beaucoup plus du mérite parce que c'était un travail de forcené et il faut leur rendre hommage parce que c'était des conditions de travail beaucoup plus difficiles. Énorme.
Faire rentrer de l'eau dans les rizières, c'est pas un souci. La Camargue est ainsi faite, c'est une terre de riz, donc on a toutes les infrastructures, que ce soit en repompage privé, puisqu'on a des canaux qui appartiennent à des associations, des ASA, qui gèrent l'eau. Elles nous apportent l'eau. Quand c'est en gravitaire, on ouvre des martelières, les terres s'inondent toutes seules. S'il faut qu'on fasse du repompage privé, on a des stations qui recaptent l'eau du canal et qui la renvoient dans des porteaux pour... Quel canal? Le canal de la Triquette qui appartient à l'ASA et qui amène l'eau du Rhône jusque dans les terres où il est distribué en gravitaire ou repompé de façon privée grâce à des pompes que nous avons qui pompent l'eau du canal et qui l'envoient dans des porteaux pour distribuer l'eau sur des terres ce qu'on appelle plus hautes. Et sinon, il reste la pompe italienne. C'est un tracteur avec une pompe derrière qui permet de pomper l'eau à des endroits où on a difficilement accès avec les pompes ou des porteaux et qui distribue, qui permet d'arroser 1 ou 2 clos ou plusieurs clos. Et ça marche jour et nuit. Donc ça, c'est pour le remplissage des rizières. Et après, la gestion de l'eau, c'est une surveillance de tous les jours, matin et soir, comme on appelle, c'est la tournée de l'eau qu'on fait pour... le riz a besoin d'avoir en permanence de l'eau. Donc tous les jours, on surveille les niveaux d'eau pour voir si nos amis animaux n'ont pas fait des bêtises dans la nuit, du genre des sangliers qui vont nous casser des coupures, des ragondins ou tout simplement des écrevisses américaines. Il y en a des millions ici. Il suffit d'un petit trou qui passe inaperçu, qu'on ne voit pas. Le lendemain, avec la pression de l'eau, ça devient un trou qui est beaucoup plus large. Et très souvent, ça communique avec les chemins. L'eau se faufile, communique avec une galerie de ragondins et sa lessive. Et si vous passez à côté de ça, vous êtes obligé d'avoir une pelle mécanique ou une mini-pelle pour aller boucher les trous avec du matériel agricole plus conséquent. Sinon, on le fait à la pelle tous les jours. Allez, on va dire une moyenne de 10 cm d'eau. Une lame de 10 cm d'eau. Donc si vous calculez, ça fait quelques millions de mètres cubes d'eau. Le riz est très gourmand en eau. Il aime l'eau. Hein. Je crois que j'ai pas la notion, mais pour un grain de riz, vous seriez surpris de connaître la quantité d'eau qu'il faut pour un petit grain de riz. Quand vous en mangerez, vous penserez à moi. Mais voilà, essentiellement, la gestion de l'eau, c'est vraiment une des choses les plus importantes pour le riz. Là aussi, le semis n'a rien de commun avec les autres céréales, puisqu'il va être dispersé à la volée après avoir été immergé pendant 24 heures, permettant au grain de tomber sur un sol lui-même couvert de 10 cm d'eau. Vous imaginez le côté aléatoire de ce type de semis. On sème à la volée avec des semences certifiées que nous achetons à des organismes qui vendent des semences certifiées. Et puis avec un tracteur. Une fois qu'on a mis en eau, on rentre avec un tracteur et un épandeur à la volée derrière. Et on sème à la volée en 21 ou 24 ou 28 mètres, peu importe. Ça va beaucoup plus vite. Le repiquage, il y a des machines qui s'occupent de repiquer le riz comme ça se fait à la main et comme ça se fait en Asie. Mais c'est pas encore parfaitement au point et peut-être c'est quelque chose qu'on verra revenir. Spécialité typiquement asiatique. Parce que les clos, les parcelles n'ont pas la même dimension. Ce sont souvent en restanque et c'est souvent des femmes d'Asie qui font le travail, etc., etc. Donc c'est une culture différente, une culture agricole différente, mais une mentalité, une culture autour du riz qui est complètement différente. Fin avril, début mai. Dans quel genre de sol? Oh là, vous avez des sols qui sont argileux, un peu sableux. C'est la terre de Camargue, c'est les alluvions du Rhône. C'est des terres qui sont essentiellement limoneuses, hein, avec un peu d'argile, bien sûr. Donc, on sème, oui, fin avril, début mai, en fonction de la météo, parce que ça reste elle qui commande. Et le cycle du riz va faire que, entre 150 et 180 jours, en fonction des variétés, on sera amené à moissonner fin septembre, début octobre, en fonction, là aussi, de la météo. Il y a des années qui sont beaucoup plus propices parce que la météo a été clémente, la chaleur, l'ensoleillement et tout ça. Et des fois, on a des météos au mois d'avril, mai, qui sont un peu plus délicates, les levées sont un peu plus difficiles et on est obligé de moissonner un tout petit peu plus tard. Au tout début, nous sommes en conventionnel, nous avons arrêté le bio. Donc oui, il y a beaucoup d'adventices. La culture du riz nécessite du travail, énormément de charges de travail, outre la tournée de l'eau, la surveillance de l'eau, qui est quasi quotidienne. Mais sinon, très tôt, après le semis,
Avec l'eau, on a des adventices, des mauvaises herbes de type triangle, panis. Et la culture du riz en conventionnel nécessite des désherbages très précoces pour essayer de commencer la course debout et la finir autant que faire se peut debout. Voilà. Avant le semis, alors si on fait des faux semis, ça peut être 1 mois avant la culture, mais sinon, grosso modo, le cycle de l'eau, c'est du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire, ça peut aller jusqu'à début avril, si on fait des faux semis. On sème fin avril, début mai, et on laisse l'eau jusqu'à fin août. Vous faites le calcul, ça peut faire, avril, mai, juin, juillet, août. 5 mois pleins à minima où vous avez l'eau. Après, on enlève l'eau des rizières, on écoule pour permettre d'avoir. Une fois que le riz n'est plus en lait, qu'il est plus très vert, on enlève l'eau, il reste de l'humidité dessous, la terre sèche et ça nous permet d'envisager de passer avec des engins à chenilles sans faire trop de dégâts. Fin août, début septembre au plus tard. En fonction des dates de semis. Suivant l'agenda, c'est propre à chaque riziculteur. C'est en fonction des agendas. Vous pouvez avoir une moisson, vous pouvez avoir du travail à la ferme qui nécessite que vos terres ne sont pas prêtes ou elles ne sont pas encore finies de niveler. Et vous pouvez être amené à retarder le semis. Mais en règle générale, on essaye de faire un semis fin avril, début mai pour avoir une floraison aux alentours du 10-15 août, où on sait que la météo est bonne et que la floraison va bien se faire. Nous semons du long A, du Ronaldo ou du Rombo, ce qu'on appelle les paddies. On fait de la relate, c'est un riz étuvé, c'est une autre variété. On fait du riz naturellement parfumé et on fait du rond, principalement. Il arrive que quelques années, on rajoute par exemple un riz de couleur, un rouge ou un noir sur des petites superficies. Mais sinon, principalement, on fait du long A, de l'étuvé, du parfumé et du rond. La relate et le parfumé sont des variétés dites précoces qu'on va moissonner préférentiellement plus tôt parce que ce sont souvent des variétés qui ont tendance soit à se coucher, soit à s'égrener rapidement comme la relate. Donc si vous avez des journées avec un fort mistral, vous pouvez perdre beaucoup de grains. Donc c'est pour ça qu'on fait passer les machines d'abord sur ces parcelles-là pour moissonner l'étuvé ou le parfumé. Et après les variétés dites classiques comme le rond ou le long A, c'est dans la foulée très souvent. C'est des variétés, c'est des semences qui arrivent d'Italie, puisque les plus gros producteurs de semences en Europe, ce sont les Italiens. Il y a un vrai savoir-faire, mais on espère que nos amis coopératives, silotiers, puissent faire le nécessaire. C'est comme tout, pour qu'on soit moins dépendant de l'international et qu'on puisse avoir notre propre autonomie avec nos propres semences françaises pour nous permettre de ne pas courir le monde pour aller chercher des semences et les avoir dans les délais. En minéral, vous allez avoir de l'urée, de l'azote, classiquement. Majoritairement, c'est ça. Quand vous êtes sur une culture bio, vous allez être sur de l'organique avec des bouchons d'engrais. C'est souvent des fientes de poule, des farines animales, etc. Mais sinon, dans les cultures conventionnelles, c'est essentiellement de l'azote. Non, ça c'est plutôt qu'on va retrouver ça dans les engrais de fond. Avant de semer le riz, étant donné que quand vous passez derrière une rizière, derrière un riz, si vous faites des analyses de sol ou des reliquats azotés, il n'y a plus rien. Donc on prépare les terres, on met un engrais de fond, d'accord, avec ces variétés-là, phosphore, potasse, etc. Et après, les apports se font essentiellement avec de l'urée. Une conclusion provisoire, parce qu'en réalité, le sujet est tellement important qu'il m'a semblé déraisonnable de vous faire une vidéo trop longue. Donc dans cette première partie, je vous ai traité du riz en général en France, puis de la partie gestion de l'eau, gestion des parcelles, et enfin de la gestion du suivi de la culture. Dans un prochain opus, on parlera cette fois de la récolte du riz en tant que tel, mais aussi de la récolte de la paille. Un nouvel opus où là, il y a vraiment du gros matériel.